De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité journaliste Malika Cher est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Samuel Gembok et Daouda Tal. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Sur le continent, les rapports entre la société civile et les partis politiques restent parfois très complexes. Dans certains pays, il est même difficile de déterminer la limite entre ces deux entités. Interface entre les citoyens et les décideurs politiques, les acteurs de la société civile entretiennent parfois un flou sur leur combat et certains politiciens se servent souvent de quelques associations pour conforter leur position. Alors dans le cas du Congo, quel est le rapport entre cette société civile et les formations politiques? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. La société civile et les partis politiques en Afrique entretiennent souvent des rapports ambigus. Porte-voix des populations, défenseurs de leurs intérêts, les acteurs de la société civile jouent aussi un rôle de syndicat auprès des dirigeants. Un combat qui n'est pas sans difficulté. Dans certains cas, la société civile et les pouvoirs publics deviennent des adversaires et s'affrontent par acteurs interposés. Conscients de la force que représente la société civile, certains partis politiques créent des associations et des organisations non gouvernementales pour soutenir leur politique. Difficile dans ces circonstances de définir la limite entre la société civile et les partis politiques, mieux, d'établir une relation saine. Le cas de la République du Congo illustre bien l'ambiguïté qui existe entre la société civile et les partis politiques. Ici, il est parfois difficile de dire qui est acteur de la société civile et qui ne l'est pas. Les relations entre la société civile et ces partis politiques ne sont pas tellement des relations conflictuelles, mais sont des relations d'ignorance parce qu'on ne se connaît pas quel est le rôle des uns des autres. Vous savez que, par exemple, la mouvance présidentielle, ceux qui sont des partis de la mouvance présidentielle, accusent la société civile comme étant les appendices des partis politiques de l'opposition. Je parlerai d'un rapport incestueux, pour la simple raison que la société civile ne joue véritablement pas son rôle et généralement, les partis politiques ne jouent pas aussi généralement leur rôle. Ce qui fait que ce qui devrait être cloisonné, la société civile dans ses prérogatives, dans son rôle, les partis politiques dans ses prérogatives, dans son rôle, dans laquelle j'ai parlé d'inceste, il y a malheureusement des passerelles qui ne sont pas des passerelles saines. Apparue au début des années 90 avec la fin de la conférence nationale souveraine, la société civile peine à prendre ses marques. Dans la cartographie des acteurs non étatiques actifs en République du Congo élaborée en 2013, il est clairement établi que la société civile congolaise peine à assurer son rôle dans le suivi de l'application des politiques publiques. Pour vraiment jouer son rôle, il faut être autonome financièrement, il faut y arriver par conviction et en cela, une fois que tu es autonome, tu es arrivé par conviction, tu peux jouer ton rôle en tant que société civile. C'est dans ces circonstances que certains acteurs de la société civile composent avec les décideurs politiques. Une erreur grave que condamne la plateforme de la société civile pour le respect de l'ordre constitutionnel, qui compte 53 associations. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Or, lorsque vous recevez de l'argent, que ce soit d'un bienfaiteur politique ou d'un parti politique, ces derniers ont tendance à vous imposer une ligne de conduite parce qu'ils ont des agendas cachés. Selon la cartographie des acteurs non étatiques actifs en République du Congo, le manque de formation et la difficulté d'accéder à l'information sur les échéances et les enjeux des grandes discussions politiques représentent aussi un frein majeur à l'action de la société civile. Le document met aussi un accent sur l'insuffisance de plateformes et des réseaux structurés. Autant de facteurs qui empêchent la société civile de jouer pleinement son rôle. Grégoire Lefoba est enseignant de philosophie morale et politique à l'université Marien-Ngouabi. Pour cet intellectuel, il faut placer chaque débat dans son contexte. Il faut mettre ces sociétés à l'épreuve du temps. Généralement, c'est un débat qui est un peu malsain. Sans match, on ne peut pas dire que tel joueur joue bien. Il faut qu'il y ait un match. Par exemple, au Sénégal, quand l'association des consommateurs s'insurge contre l'État,
parce qu'il y a coupure de courant. Mais il s'agit aussi de l'histoire de chaque pays. Hein, il y a eu des traumatismes dans nos pays. Ici, tout est politisé. Même si la société civile essaye de s'organiser, on trouvera qu'il y a une main noire. Je crois que c'est à cause de cela que la société civile a une certaine honte de se démarquer pour éviter d'être taxée comme appendice de telle organisation politique. Joe Washington Ebina est l'un des acteurs de la société civile les plus connus au Congo. Président de la fondation Ebina qui œuvre dans l'humanitaire, il est connu pour son franc-parler, son combat, la redistribution équitable des richesses, la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Les pouvoirs publics au Congo-Brazzaville utilisent certaines organisations de la société civile pour jouer un rôle de griot. Et lorsque d'autres organisations n'acceptent pas ce rôle-là, cela crée, si vous voulez, une rébellion, cela crée, si vous voulez, un message qui ne passerait pas. Il y a des organisations qui se battent, il y a des organisations qui essaient de faire un travail. Mais ces organisations n'ont pas la liberté de pouvoir entreprendre, n'ont pas la liberté de s'exprimer, n'ont pas accès aux médias. Une chose est certaine, militer pour le bien-être des populations s'apparente souvent à la politique. Et lorsque les bénéficiaires de vos actions sont satisfaits, ils souhaitent vous voir accéder à des sphères de prise de décision. C'est le cas de Joe Washington Ebina, que certains Congolais veulent voir entrer en politique, ou à qui certains prêtent des ambitions politiques. C'est une grande responsabilité de rencontrer les populations qui croient en ce que nous faisons. Est-ce que cela nous donne l'envie des ambitions? Je crois que l'ambition pour nous, c'est toujours de regarder le présent. C'est jamais de regarder l'avenir. Dans bien de cas, plusieurs personnalités sont passées de la société civile à la politique ou vice-versa. Un état de fait qui jette parfois le discrédit sur les acteurs de la société civile. La société civile, c'est un point de départ parfois. Il y a des hommes politiques qui, à un moment donné, déçus dans son parti politique, reviennent vers la société civile, créent même parfois des associations. Et en créant ces associations, leur objectif, c'est de repartir sur là où ils étaient. C'est-à-dire que les autres, en sachant que la société civile, comme ils ont l'habitude de le dire, entre guillemets, au Congo, que la société civile fait du bruit. Et lorsque cette personne va faire du bruit et va effectivement indisposer les autres qui sont au pouvoir, une fois, lorsqu'il est rappelé, bon, donc il abandonne son association. Et ce sont des associations qui ne mettent pas du temps. Associations de circonstances et acteurs de la société civile aux agendas cachés parasitent souvent le système et freinent l'émergence de ce champ social important pour la démocratie. Les acteurs de la société civile devraient recadrer les choses et créer des synergies pour avoir plus d'impact. Une société civile dynamique et responsable, capable de participer efficacement au débat public et de défendre les intérêts des populations, c'est ce à quoi aspirent les Congolais. Daouda, quel doit être le rôle de la société civile? Amira, le rôle de la société civile doit être de contribuer au développement. Moi, je définis son rôle comme cela. Parce que contribuer au développement, c'est aider dans la réflexion par rapport à l'élaboration des projets de développement. C'est également tout ce qui est politique publique, d'être une sorte d'arbitre du jeu politique finalement, et de voir les lois qui passent à l'Assemblée nationale, etc. Parce que la société civile se positionne toujours du côté des populations. Alors maintenant, parfois il y a des dérives de cette société civile. On le voit parfois, au lieu de se cantonner dans son objet central qui définit ses statuts, parce que chaque organisation de la société civile a des statuts qui visent le développement, soit les droits de l'homme, soit ça peut être des organisations de la société civile qui sont spécialisées dans l'environnement. On distingue ces catégories-là de société civile. Ou alors des ONG qui sont dans l'urgence ou dans la résolution de conflits, etc. Maintenant, un terme est apparu et c'est repris dans ces dernières années, et c'est repris dans le reportage acteurs non étatiques. Moi, je considère que c'est un terme purement que l'Union européenne a un petit peu inventé pour mettre la société civile, à la fois impliquer la société civile, donc associations, ONG classiques et tout ça, y plus tout ce qui est syndicat également. Donc en fait, les acteurs non étatiques, c'est toutes les organisations qui tournent autour du jeu politique et qui finalement ne sont pas des partis politiques. Et parfois même, la définition n'est pas très claire. Parfois même, certains partis politiques ou mouvements citoyens sont rangés dans tout ce qui est acteurs non étatiques. Alors, quel est le but de ça? C'est d'identifier une catégorie d'acteurs, société civile, acteurs non étatiques,
pour que, quand on élabore à l'échelle d'un pays des politiques de développement ou liées aux droits de l'homme ou alors à l'environnement, etc., que ces organisations puissent être consultées. Et là, je veux revenir sur une date historique pour les organisations de la société civile. C'est la déclaration, le forum de haut niveau d'Accra qui s'est tenu en 2008. Et pour la première fois, l'ensemble des ministres en charge du développement, plus leurs partenaires bailleurs de fonds, que ce soit l'USAID, des États-Unis ou l'Europe, le Japon, la JICA japonaise, etc., ont reconnu pour la première fois le rôle de la société civile dans la mise en œuvre du développement. Et donc, la plupart des bailleurs de fonds conditionnent même l'octroi de financement en tout cas au fait de consulter la société civile avant la mise en œuvre de ces programmes. Parce que ça, c'est important. Donc pour moi, cette société civile a un rôle central. Il est entre les politiques et la population. Maintenant, est-ce que c'est choquant de voir une organisation de la société civile ou des membres faire de la politique? Moi, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Tant que ça reste sur la même lignée, puisque quand on représente les populations et qu'on veut leur développement, l'amélioration de leurs conditions de vie, et forcément, ça passe par des politiques publiques. Et donc, pas politique politicienne, mais l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation de politique publique, ça aussi c'est de la politique. Donc pour moi, le pont, c'est logique qu'il existe. Samuel, est-ce que selon vous, ce rôle est bien joué par la société civile ? Pour apprécier le rôle joué par la société civile en Afrique, je pense qu'il faut prendre en compte des éléments liés à la nature des régimes politiques. On ne peut pas parler de société civile en Afrique de façon globale. Les sociétés civiles en Afrique ne se valent pas. Elles sont différentes d'un pays à un autre. Elles ont une marge de manœuvre d'un pays à un autre. L'importance de la société civile au Burkina Faso ou au Sénégal n'est pas la même que, je dirais, au Tchad ou au Zimbabwe. Donc il faut prendre en compte la diversité des régimes politiques pour voir comment les sociétés civiles s'organisent, les acteurs de la société civile s'organisent et participent à l'élaboration des politiques publiques. C'est vrai qu'elles ont un rôle de plaidoyer, mais elles sont une partie intégrante de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'évaluation des politiques publiques. L'administration publique à elle toute seule ne peut plus gérer un pays. Les grandes puissances aujourd'hui font beaucoup plus confiance aux acteurs de la société civile pour dynamiser l'œuvre de l'administration publique. Il y a aujourd'hui une forte spécialisation. C'est pourquoi Daouda parlait tout à l'heure de catégories. Il y a aujourd'hui des secteurs multiples. On parle de l'environnement, on parle du réchauffement climatique, on parle des syndicats dans le secteur routier, on parle des syndicats de banques, on parle des associations de protection et de promotion des droits de l'homme, on parle des fondations ou autres acteurs de la société civile. Donc il faut aujourd'hui que les États essayent de capitaliser cette mine d'or qui est importante. Elle n'est pas négociable. Si les États africains veulent se développer, ils doivent accorder une place importante à l'action de la société civile. Maintenant, il y a aussi une responsabilité de la part de la société civile qui voudrait que celle-ci soit dotée des profils correspondants. Des hommes bien formés, qualifiés sur des secteurs bien précis, capables de tenir dans des réunions interministérielles et se positionner comme force de proposition. Et à ce niveau, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Maintenant, il faut aussi voir la nature des sociétés. Il y a des sociétés qui sont très fortement ethnicisées, où le jeu politique lui-même reflète cette configuration et ça ne laisse pas du tout une place à l'émergence de la société civile. Donc il faut prendre en compte ces différents paramètres pour voir comment la société civile évolue. Il y a des sociétés qui sont beaucoup plus ouvertes, où des processus de démocratisation sont beaucoup plus avancés, comme Maurice, comme le Botswana, où les acteurs de la société civile jouent pleinement leur rôle. Et ailleurs, on n'a pas aussi cette avancée-là. Et il faut enfin retenir qu'il y a cette influence que la société civile a acquise dans les années 90, qui a été littéralement diminuée compte tenu de la répression
que les gouvernements, les pouvoirs ont apporté sur les mobilisations de contestation populaire, et cela a limité aussi cet essor, cette poussée. Donc il faut responsabiliser chaque acteur dans les avancées et les défis auxquels font face les acteurs de la société civile. Alors Malik, on a très tendance à opposer société civile et partis politiques, comme s'ils ne devaient pas travailler ensemble main dans la main. Normalement, il devrait y avoir une synergie justement entre la société civile et les partis politiques. Normalement, il doit y en avoir une, pardon. Mais le problème de cette absence de synergie, je pense qu'on peut l'expliquer par le facteur historique. Il faut revenir en arrière. Il faut comprendre l'histoire des pays africains aussi. Samuel soulignait très bien le problème politique qui se pose en Afrique. Pendant des décennies, les régimes africains ont été des régimes à parti unique. Et ces régimes-là, pour rester au pouvoir, ont essayé d'annihiler toute initiative démocratique, toute vie de la société civile, et ont essayé de mettre une chape de plomb sur les sociétés civiles, les associations qui sont la société civile, qui peut être finalement un véritable contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, mais aussi, elle peut collaborer aussi avec le pouvoir dans le sens où elle est près du terrain. Elle connaît les problématiques qui se posent pour les populations. Et ça, c'est important. Il y a cette synergie est très récente. Ça fait il y a la naissance des sociétés africaines. Ça date pas. J'allais dire ça date pas d'hier. Ça date d'hier. Ça ne date que d'une vingtaine d'années parce que le multipartisme est arrivé en 1990. Et cette synergie-là, elle est complexe. Pourquoi ? Il y a des ONG, par exemple, qui sont des ONG internationales, qui sont installées dans des pays africains. Et souvent, on essaye le pouvoir, qui parfois a encore ses réflexes autoritaires, essaye de manipuler aussi la population en disant « Regardez, c'est une ONG internationale, c'est en évoquant la main de l'étranger, enfin des choses de ce type-là, pour essayer d'asseoir encore son autorité. Le problème, c'est que cette synergie-là, de toute façon, elle se mettra en place parce que c'est la condition sine qua non pour faire éclore une démocratie. Il n'y a pas de société civile sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans société civile. Et la population, à un moment donné, se révoltera contre ces pratiques-là qui sont instaurées par le pouvoir en place. Pour en revenir rapidement, les partis politiques, il y a des partis politiques qui se disent de l'opposition, mais qui sont aussi des partis satellitaires des pouvoirs en place et qui aussi s'adonnent à cette manipulation-là. Et c'est là tout le problème, c'est le manque de transparence. Voilà. Alors Daouda, parfois aussi, on l'a vu dans le reportage, on a l'impression que certains partis politiques se servent de la société civile pour parvenir à leur fin. Et c'est là le véritable problème. Oui, et parfois c'est même source de corruption, Amira, parfois malheureusement. Alors le rôle de la société civile doit être là pour surveiller l'action publique, puisque la société civile, par définition, est un acteur non étatique. Donc pour surveiller, conseiller éventuellement, etc., les politiques publiques. Mais quand on a des partis politiques qui en quelque sorte essayent de traverser cette ligne d'indépendance de la société civile pour essayer de faire de la corruption, par exemple, ça, je trouve ça, moi, vraiment dommage. Mais c'est aussi aux acteurs de la société civile de savoir que leur rôle, c'est ceci, et ils doivent rester indépendants pour mener à bien leur mission. Ça me paraît essentiel. L'indépendance de la société civile, elle est fondamentale dans la réalisation de sa mission. Ça, c'est clair. Mais cette indépendance doit être à la fois vis-à-vis des acteurs politiques, mais vis-à-vis aussi des acteurs qui les financent. Parce que parfois aussi, il y a une dépendance entre celui qui finance, je peux citer des organismes de coopération comme l'Union européenne, comme, voilà, etc., qui financent la société civile. Et donc, ça ne doit pas créer de la dépendance vis-à-vis de ces bailleurs de fonds qui les financent, donc ils doivent rester indépendants. Malik ? Oui, excusez-moi. C'est par rapport aux ONG qui ont des financements étatiques. Alors le problème est là, c'est le problème de l'indépendance. On reçoit des fonds qui viennent de l'État et entre guillemets, on a un discours qui n'est pas finalement très positif envers l'État. C'est d'où le problème. C'est un très grand problème et il fallait le souligner. Oui, on l'a vu, le problème des financements qui est un problème, parce qu'être autonome, c'est bien, mais il faut tout d'abord être autonome financièrement. Oui, il faut être autonome financièrement.
clairement. Et cette question d'autonomie financière, elle est posée. Et je veux aussi surtout préciser justement sur les finances. Alors, pourquoi les sociétés civiles, les organisations de la société civile africaine ont du mal à être indépendantes? Et parfois, c'est des organisations de la société civile du Nord qui délocalisent leur antenne dans nos pays et du coup qui captent l'aide au développement qui doit venir à renforcer en tout cas les organisations de la société civile locale. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'avant, c'est la maison mère qui on va dire, c'est l'organisme... on va dire que l'Union européenne, les financements a été octroyés depuis Bruxelles. Aujourd'hui, depuis la délégation de l'Union européenne à Dakar ou dans un autre pays, au Gabon, etc., il est possible de disposer des fonds destinés à la société civile locale. Sauf que ces fonds-là sont captés parfois par Médecins sans frontières locales ou par WWF local ou par des acteurs. C'est la fin du débat puisque c'est l'heure du rappel des titres. Le président camerounais Paul Biya entend consacrer plus de 30 milliards de francs CFA au titre de la participation de son pays au maintien de la paix en Centrafrique, une décision qui intervient alors que le Cameroun consacre déjà une bonne partie de ses dépenses militaires à la lutte contre Boko Haram. Ils lui auront refusé le visa jusque-là, mais les Occidentaux sont à présent bien obligés de laisser le président Robert Mugabe voyager. En Europe, l'Union européenne a en effet annoncé ce mardi que le président du Zimbabwe serait désormais autorisé à se rendre dans l'Union européenne malgré les sanctions qui le lui interdisent. La présidence de l'Union africaine remet donc sur la scène internationale un président qui est loin de faire l'unanimité. C'est la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À très vite.